11h27 de retour dans Montréal Live, dans un débat, c'est le dernier, on va le dire, de la campagne électorale. Et c'est un débat un petit peu Twilight. Élection 2014. Les duels. Dans Montréal Live. Je dis Twilight parce que ce sont des partis qui ne sont sur le radar, mais soyons francs, sont pas dans la lutte, si vous voulez, à l'approche de l'échéance électorale. C'est Option nationale, avec son chef, Sol Zanetti, qui est en studio. Bienvenue, Monsieur Zanetti, ça va bien? Ça va très bien, évidemment, merci. À chaque fois qu'on vous invite, on a le droit à toutes sortes de jeux de mots, un peu, c'est le sol et gobelins, encore une fois. Ça, vous êtes tanné de l'entendre, mais c'est pas grave, c'est sympathique. Et tout. Et Adrien Pouliot, du Parti conservateur du Québec. Bonjour, Monsieur Pouliot, ça va bien? Ouvrez les micros. Parfait, ça, excellent. Voyons. Oh, c'est bon. Il y a le micro à côté. Okay, Allez-y, bon. encore. On ça l'a. va bien? On a enlevé le micro. Ça risque de résonner. Parfait. Donc, c'est un débat entre tiers partis. Vous avez deux clientèles qui, à mon avis, semblent opposées. C'est pour ça que j'appelle ça Twilight. C'est pas... c'est deux clientèles. On a affaire à un parti souverainiste convaincu. Je pense, M. Pouliot, que vous êtes fédéraliste conservateur au plan économique. On a déjà entendu vos positions à Radio X à maintes reprises. On va commencer tout de suite. Ouais. Avec une question large. On commençait avec M. Zanetti, par courtoisie. Il vient pas souvent. Mais on va alterner par la suite, bien entendu. Pourquoi, et la question, je l'adresse par la suite à M. Pouliot, pourquoi vous vous trouvez pertinent et bon, même si vous tirez à 1% ou en bas d'1%? Qu'est-ce qui fait de vous et de votre formation une formation pertinente dans le contexte? Bon, tout d'abord, nous, les sondages nous donnent entre 1 et 3%, ça dépend. Là, aux dernières élections, on avait 2%, on a 116 candidats dans presque toutes les régions du Québec, mais pourquoi est-ce qu'on est pertinent dans le paysage politique actuel? C'est que sur la question de l'indépendance du Québec, on a une position claire. Nous, c'est clair, on veut s'engager à faire l'indépendance dans un premier mandat. Et à l'heure actuelle, si on est apparu dans le paysage politique, c'est que le Parti québécois était pas clair là-dessus. Il disait, on va la faire. Si les Québécois sont prêts, un jour peut-être, là, de plus en plus la campagne avance. Mais là, Pauline, là, qui dit ça, comprenez-vous quelque chose là-dedans, dans la position de Pauline? C'est assez clair. On lui demande d'aller vous faire un référendum dans le prochain mandat. Elle dit non. 3 petits points. Tant que les Québécois sont pas prêts, puis après ça, elle ajoute plus tard, est-ce que les Québécois sont prêts? Non, donc on n'en fera pas. Donc pour moi, ça, c'est assez clair. Je veux dire, nourrir des espoirs quand on entend ça, c'est vraiment là, vouloir, en tout cas, c'est nourrir, je pense qu'on doit pas nourrir d'espoir avec ça. Maintenant, puis Québec solidaire, eux autres, ils disent, on veut faire un référendum sur une constitution du Québec, mais qui contiendrait peut-être pas de déclaration d'indépendance. L'indépendance, si nécessaire, mais pas nécessairement. C'est la formule de M. Kadir. Puis pour nous, ça, c'est inacceptable. Je me dis, il faut qu'il y ait au moins, si on est indépendantiste, un engagement clair à ce que la population puisse se positionner sur l'indépendance du Québec ou pas l'indépendance du Québec dans un premier mandat. Vous êtes clair. On est clair. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est pertinent. Là, vous débattez les deux. Vous me regardez pas, on n'est pas en entrevue, mais je veux que vous vous pinciez un peu, là, pour que ça brasse un peu, là. Monsieur Pouliot. Pourquoi je suis bon? Ouais, pourquoi je suis pertinent? Pourquoi exactement? Écoutez, je pense qu'on est le seul vrai parti de droite économique au Québec. Monsieur Legault a eu une conversion soudaine depuis à peu près 2 à 3 semaines où maintenant, il est important de baisser les impôts. Maintenant, on a besoin d'une charte des contribuables. Il n'était jamais question de ça en 2012. Au contraire, M. Legault voulait augmenter les impôts et les taxes sur les épargnants et les investisseurs de 500 millions selon son cadre financier. Alors, il a eu d'un coup une conversion. Je sais pas si c'est parce que les anciens adéquistes, les Gérard Deltel, Éric Kerr, sont sortis du placard là, pour donner un coup de main. Mais nous, on est plus cohérent, je dirais, que M. Legault. M. Legault, c'est lui qui, d'une part, parle de la Charte des contribuables et ensuite va dire quelle bonne idée, Mme Marois, d'aller mettre 120 millions à Anticosti de l'argent des contribuables pour voir si on a du pétrole. Alors, on trouve que c'est des incohérences comme ça qui font qu'on a besoin à l'Assemblée nationale d'une voix d'un vrai parti de droite économique, d'un chien de garde, finalement, pour éviter les dérapages comme ceux de M. Legault ou ceux des libéraux. Les libéraux n'ont jamais été à droite, là, ça faut s'entendre, mais si jamais M. Legault a des députés à l'Assemblée nationale en 2014, ça prend quelqu'un pour les, entre guillemets, tirer à droite. Alors, c'est là notre pertinence. L'option nationale veulent se séparer du reste du Canada et former un pays. Est-ce que c'est économiquement viable?
Bah, écoutez, moi, d'abord, je pense pas que c'est la priorité, là. Tu sais, on a d'autres problèmes. D'après moi, la santé et l'éducation sont des problèmes plus importants. Je sais que M. Zanetti pense que la souveraineté, c'est une panacée à tous nos problèmes. D'abord, nous, on pense que c'est pas vraiment pertinent. Deuxièmement, on pense que c'est pas économiquement viable. Moi, je sais pas si M. Zanetti était là à ce moment-là, mais moi, j'ai vu le référendum de 1995. Je sais pas si vous vous rappelez, toutes les études de Richard Lehir, le ministre, là, il avait sorti, je sais plus combien, 10 études financées par les contribuables, puis c'était une guerre de chiffres à en pu finir. Mais dans ce temps-là, la situation du Québec était moins pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 16 milliards de transferts. Et même François Legault, qui était l'artisan du budget de l'an 1, avait dit, M. Zanetti, que à ce moment-là, c'était possible. Mais même M. Legault, aujourd'hui, dit que c'est impossible. C'est absolument impossible. Je suis en faillite le jour 1. Vous abordiez ce sujet. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Même Philippe Couillard, dans la campagne, a reconnu que le Québec s'en tirait économiquement. Mais moi, ce que je veux vous démontrer, c'est que non seulement on s'en tirerait économiquement, mais on s'en tirerait mieux. Nous, on est le seul parti à avoir inclus dans son cadre financier sur 5 ans les impacts de l'indépendance du Québec. Donc c'est une manifestation de notre détermination à le faire. Mais surtout, c'est que, et c'est là où je comprends pas, Monsieur Pouliot, vous êtes pour la réduction de la taille de l'État quand même, et à quelque part, c'est un point sur lequel on se rejoint. Et moi, je pense qu'on devrait réduire l'État fédéral. Je donne un exemple. Puis dans les dédoublements ministériels qu'on sauverait à être indépendants, les calculs qu'on a fait ici, même en comptant le fait qu'on recevrait pas les transferts fédéraux, même en se payant les services que nous paye actuellement Ottawa, on sauverait par année fiscalement 2,3 milliards au Québec. Mais votre cadre financier, il y a rien. Moi, je l'ai regardé, votre cadre financier. Ouais. Là. Il y a des chiffres, mais il n'y a aucune explication. Il y a des explications à la fin. C'est bien sûr. Ouais, il y a une page d'explications, mais moi, ce que je vous dis, c'est que oui, c'est bien sûr que je veux éviter les dédoublements. Par exemple, on a 2 ministères du revenu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 ministères du revenu? Pourquoi pas aller en appel d'offres puis dire on va prendre le moins cher? Alors, si Ottawa est capable de collecter nos impôts à moins cher que ça coûte au Québec, moi je dis on ferme le ministère du revenu du Québec puis on délègue ça à Ottawa. Comme les 9 autres provinces ont fait. Ouais, mais si vous faites ça, faut voir que le ministère du revenu du Québec est apparu sur l'ère du Plessis. Bon, je suis pas d'accord avec la plupart de ses politiques, mais ça c'est un des bons coups qu'il a fait. Ce que ça permet d'avoir un ministère des Finances au Québec, c'est que ça nous permet d'avoir des incitatifs fiscaux pour pouvoir engendrer certains comportements qu'on juge qui est favorable. On peut passer. Monsieur Zanetti, on peut passer une grande détermination si on peut passer nos propres lois puis dire OK, on a un crédit d'impôt qu'on va donner mettons au Fonds du travailleur. Monsieur le ministère du Revenu fédéral, donnez un crédit d'impôt et mettez ça dans le formulaire. Alors c'est la cloche ça donne, pourquoi envoyer 2, tu sais là on envoie 2 chèques avec la souveraineté, on va envoyer un chèque. Moi ce qui est important c'est la grosseur du chèque. Est-ce que je vais envoyer moins d'argent si on se sépare que si on se sépare pas. Continuez à jaser, l'autre thématique, c'est votre Québec rêvé. Bon. C'est votre Québec de rêve. Okay. Continuez là-dessus, là, c'est un peu ce que vous illustrez. Allez-y. Juste pour revenir sur la question du rapport d'impôt. Si on avait un rapport d'impôt unique, on sauverait annuellement 375 millions. Maintenant, à savoir si on est mieux de l'avoir au Québec ou de l'avoir au Canada, la question c'est pourquoi est-ce qu'on serait mieux géré par les autres que par nous-mêmes, les autres qui ont des intérêts qui sont souvent différents des nôtres. À l'heure actuelle, la base électorale du gouvernement fédéral, et ça va être comme ça pour les prochaines années à cause des raisons de démographie, ça va être l'Ouest canadien. Alors, les décisions seront prises en fonction des intérêts de l'Ouest canadien. Moi, mon Québec rêvé, là, c'est un Québec où on n'attend pas 17 heures aux urgences. Où on a un système d'éducation qui fonctionne. Et on a tous les pouvoirs au Québec actuellement pour régler le problème des urgences dans les hôpitaux. On a tous les pouvoirs au Québec actuellement pour diminuer le crochage scolaire. Est-ce qu'il manque de pouvoirs? On a effectivement les pouvoirs en éducation, on a des pouvoirs en santé, des fois, souvent, le fédéral s'ingère, mais tout de même, on peut faire des choses en santé. Il nous envoie de l'argent. Il décide où est-ce qu'il va le mettre. Bon, ça, c'est de l'ingérence. Maintenant, si on allait, regardez, au Québec, on gère 73 de nos milliards par année, puis cette année, on a envoyé 45 de nos milliards se faire gérer par Ottawa. La marge de notre budget provincial est occupé à presque 80% par la santé et l'éducation. Si, comme n'importe quel autre État, on avait la marge de manœuvre pour investir dans notre économie, au lieu que notre argent soit investi dans l'économie de Terre-Neuve puis de l'Ouest canadien, on serait capable ici de créer des emplois, d'investir ça dans nos solutions. C'est encore les mêmes vieilles solutions étatistes. Il faut que le gouvernement investisse, il faut que le gouvernement dépense. Nous, on est d'avis que, par exemple, mon Québec rêvé. Moi, c'est un Québec où il y a plus de droits et libertés individuelles et plus de responsabilités individuelles. Où on laisse plus de place à l'individu. On rapetisse la taille de l'État parce que nous,
on pense que les Québécois sont assez intelligents, puis assez fiers, puis assez débrouillards pour se débrouiller sans toujours se faire tenir la main par les bureaucrates. Alors, on veut plus de privés en santé, par exemple. Contrairement à Option nationale, qui pense que les médecins sont là pour faire de l'argent puis ils vont mal soigner les patients pour qu'ils reviennent, nous, on dit pas ça. Nous, on pense qu'il y a déjà beaucoup de privés en santé. Ça se fait partout à travers le monde, le privé en santé. L'éducation sous un Québec pouliot. Là, alors, sous un Québec du Parti conservateur du Québec, on veut redonner plus de pouvoir aux parents. On veut avoir des bons d'éducation universelle. Plutôt que de financer les écoles via les commissions scolaires, on finance les parents directement qui ensuite, eux, magasinent leurs écoles. Donc, c'est de la concurrence. Le parent pourra envoyer son enfant à l'école privée ou à l'école publique. Parce que vous voulez séparer le Québec. Je comprends votre point de vue, mais à l'intérieur de ce Québec-là, votre Québec rêvé, c'est quoi? La performance économique, l'éducation, la santé. Je vous entends aussi. C'est un Québec démocratique dans lequel on gère ici nos affaires nous-mêmes, puis on arrête d'essayer d'améliorer les facultés d'un autre peuple à nous gérer, d'une part. On se gère en fonction de nos intérêts. D'autre part, un Québec démocratique dans lequel les gens qui ont les positions de M. Pouliot ont leur place dans le débat, puis les gens comme moi aussi ont leur place dans le débat, puis dans lequel, finalement, les décisions sont prises de façon démocratique. C'est un Québec aussi à l'économie durable. C'est-à-dire qu'on intègre dans nos calculs économiques, puis dans le coût des choses, tous les coûts que colle l'économie et nos activités sur l'environnement, au lieu de léguer ça aux générations futures. Le Québec d'Option nationale, c'est un Québec qui nationalise toutes les ressources. C'est un Québec qui prend le contrôle de la caisse de dépôt. C'est un Québec qui refuse d'avoir du privé en santé. Nous, c'est exactement le contraire. Nous, on fait confiance au système capitaliste, au système de la débrouillardise des individus. On veut, au contraire, développer les ressources naturelles de façon agressive, toujours à l'intérieur des normes environnementales. Moi, j'ai une question pour vous, M. Pouliot, par rapport à la nationalisation des ressources naturelles. Oui. OK. La nationalisation des ressources, ce que ça signifie, là, c'est que c'est le moyen de s'assurer que la population du Québec bénéficie et tire le bénéfice maximum des ressources qui sont sur son sol. En ce moment, on laisse des compagnies nationalisées d'autres pays venir exploiter ça sur notre terrain. Est-ce que vous pensez que il est juste et plus équitable de faire bénéficier les ressources qui sont dans le sol à des compagnies étrangères ou plutôt au peuple québécois? Mais c'est la pensée magique. Jacques Parizeau a nationalisé l'amiante. Il a voulu faire du Québec un OPEP de l'amiante. On a perdu des centaines de millions de dollars. Le gouvernement est pas capable de rien gérer. Ils ont aucun incitatif d'efficacité, ils n'ont aucun incitatif de rentabilité. Ce qu'il faut faire, c'est que l'État mettre en place les conditions optimales pour attirer les investissements, pour que les gens puissent investir ici, faire des profits. Et comment dans votre modèle, on va leur charger des redevances. On va leur charger des redevances qui doivent être concurrentielles avec ce qui se passe, mettons, en Australie, qui est notre gros concurrent au niveau des mines. Mais on peut pas dire on va nationaliser. Si on nationalise tout. D'abord, avez-vous une idée combien ça coûterait, là? C'est incroyable, là. Toutes les mines, puis toutes les ressources naturelles, tout le pétrole. C'est de la pensée magique. Dans votre plateforme. On a un plan pour la nationalisation des richesses. D'ailleurs, on en parle dans l'explicatif. Vous voulez faire ça vraiment? C'est quoi le montant? On y va graduellement. C'est-à-dire qu'on commence par les ressources minières, puis par certaines ressources, dont en premier, par exemple, le diamant. Il y a une seule mine de diamant au Québec. L'idée, là, c'est pas d'avoir une pensée mur à mur et dogmatique. L'idée, c'est d'aller reprendre les projets qui entraînerait un bénéfice supplémentaire à la population. Si, par exemple, maintenant, la mine de diamant là, qui va se faire, là, si on en prend le contrôle, on la nationalise, en dédommageant les gens qui ont actuellement les pays pour ça coûte combien? Ça, c'est pas chiffré ici. Mais ce qui est certain, la pensée magique. Là, ce qui est certain, c'est que ce serait Canada, rentable. Là, écoutez, si c'est rentable pour les entreprises de le faire, c'est rentable pour nous aussi de le faire. Mais le gouvernement, ils sont pas... Où est-ce que le gouvernement fait de l'argent quand ils n'ont pas de monopole? Regardez... À nulle part. La SAQ, ils font de l'argent, c'est parce qu'ils ont un monopole. Hydro-Québec, ils font de l'argent, c'est parce qu'ils ont un monopole. Ouais, mais Hydro-Québec... Regardez Petro-Canada, là. Il était en concurrence, ça perdait de l'argent. Regardez Post-Canada, ça perd de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence. Hydro-Québec, M. Pouliot, ça a permis aux Québécois depuis des décennies d'avoir des prix pour l'électricité qui sont parmi les plus bas. Hydro-Québec est l'entreprise de génération d'électricité la moins bien gérée en Amérique du Nord. Il peut y avoir... Ils ont 2 fois plus d'employés par client. Ils ont 2 fois plus d'employés par kilomètre. Est-ce que ça se reflète dans le coût à la consommation? C'est incroyable. Est-ce que ailleurs, M. Pouliot, répondez-moi. Est-ce que là où c'est national, là où c'est privé l'électricité, est-ce qu'il paye plus cher ou moins cher? On a la chance d'avoir Churchill's Falls à 1/4 de cent le kilowattheure, là. Mais quand Churchill Falls, quand le contrat va arriver à échéance en 2026, je sais pas trop quoi,
Aux États-Unis, M. Pouliot, Québec, ils ça payent va plus plus cher ou d'argent, moins là, cher ça que va nous, être fini. l'hydroélectricité. L'électricité en général. Il paye plus cher, mais ça Ben, veut pas dire que Hydro-Québec est bien géré. Ça veut dire tout simplement qu'on a eu un deal extraordinaire avec Churchill Falls. Hydro-Québec peut définitivement être mieux géré, M. Pouliot, mais les problèmes de gestion qu'il y a sont pas inhérents au fait que c'est une compagnie nationalisée. Non, On paye moins cher qu'ailleurs, puis moi, je pense pas que les Québécois veulent aller commencer à payer plus cher en privatisant Hydro-Québec. Non, en fait, ça serait moins cher probablement parce que ça serait mieux géré. Ça, c'est de la pensée magique Il y a aussi. 2 milliards de gaspillage à Hydro-Québec actuellement selon une étude de 100 pages de Claude Je vais vous dire, M. Pouliot, ce qu'on doit faire avec les cloche. surplus d'électricité d'Hydro-Québec. Dernier bloc. Je lance la question. Évidemment, c'est animé. C'est le fun. C'est le fun de vous entendre pour les auditeurs. Question à M. Pouliot. Les premiers gestes que vous allez faire dans les 100 premiers jours de votre gouvernement. Et la question aussi s'adresse par la suite à M. Zanetti. Balancer les livres. Les gestes concrets. Alors, gel de l'embauche, immédiat. Deuxièmement, gel des salaires, immédiat. Alors ça se fait rapidement. Mais ensuite, il faut décider quels sont les autres endroits qu'on peut rapidement couper les dépenses. Les subventions aux entreprises. On est les champions, toutes catégories de subventions et crédits d'impôt aux entreprises. Moi, je couperais ça immédiatement et je baisserais, par contre, les impôts des compagnies. Que les gagnants dans le marché gagnent et non que les gagnants soient décidés par les bureaucrates et leurs subventions. Alors, tout de suite, en partant, tu as 4 milliards de subventions puis crédits d'impôt. Il faut travailler ensuite à voir quelles sont les missions qui sont pas essentielles à l'État. Il y a un paquet de choses qu'on fait qui sont pas essentielles. Deuxièmement, il faut sous-traiter. Il faut aller là où c'est moins cher. Moi, je suis pas marié. Si les fonctionnaires sont capables de me décider qu'ils font quelque chose puis c'est moins cher que le privé, on le fera par les fonctionnaires. Mais je serais bien surpris, mais c'est possible. Mais il faut mettre de la concurrence dans la livraison des services. Monsieur Zanetti, vous faites quoi? Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à mettre en place la rédaction de la Constitution du Québec indépendant. On va commencer avec la plus large participation de la population possible. On va enfin doter le Québec d'une constitution d'abord à laquelle il a participé à rédiger et qu'il a acceptée. Parce qu'à l'heure actuelle, la constitution qui nous régit, ben on l'a pas acceptée, on l'a même pas signée, puis on l'a surtout pas participé à sa rédaction. D'une part, puis on va aussi rapatrier les impôts pour avoir un seul rapport d'impôt ici au Québec. Mais si c'est une déclaration d'indépendance, je veux juste comprendre. Ouais, comme c'est ça. La déclaration d'indépendance sera soumise à un référendum séparément ou simultanément. Mais ça, vous soumettez ça à une consultation. consultation. On se rendra jamais là, M. Moret. On se rendra jamais là. Il va arriver la même chose qui est arrivé en Nouvelle-Zélande en 1979, quand les travailleurs sont arrivés au pouvoir. Les prêteurs, le lendemain, ont arrêté de prêter. Si Option nationale depuis les années 80, il y a 40 nouveaux pays qui ont parlé ils arrêteraient de prêter tout de suite. On a 260 milliards de dettes. On est la 5e nation la plus endettée sur la planète selon le ministère des Finances. Selon la dette brute, mais si vous calculez la dette nette, on est moins endetté que la majorité des pays de l'OCDE. Monsieur Zanetti, la dette nette, là, si vous achetez une maison de 500 000 $, et puis que vous avez une hypothèque de 500 000 $, voilà. Dans votre calcul, là, vous avez pas de dette. Parce que vous avez 500 000 $ de dette puis une maison de 500 000 $. Moi, dans mon calcul, là, quand tu as une hypothèque de 500 000 $, tu dois 500 000 $. C'est une illusion, l'affaire de la dette. Si vous n'avez pas de maison, puis si vous avez une maison, ça fait quand même une différence. Non, mais si tu hypothèques une maison de 500 000 $, alors, à gauche, tu as une dette de 500 000, à droite, tu as un actif de 500 000. Tu dois 500 000. Mais vous ne tenez pas compte de tout ce que la maison vous amène, par exemple. C'est très différent avoir une maison et pas avoir de maison. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Mais vous dites que la dette nette c'est pas important de regarder la dette brute. Il faut regarder la dette. Il faut regarder les indicatifs économiques qu'utilisent tous les pays du monde si on veut se comparer puis commencer à dire qu'on est les 5e pires ou les 5e meilleurs. La dette, l'intérêt sur la dette, là, c'est le 3e poste en importance au Québec. C'est 11,2% du budget qui passe. Rien qu'à payer les intérêts. On n'a pas encore remboursé. M. Pouliot, que la dette n'est pas importante. Ce qui est problématique, c'est le fait qu'on n'a pas les moyens ni la marge de manœuvre, étant donné qu'on ne gère pas tous nos impôts, pour pouvoir affronter correctement. Avez-vous un plan de réduction de dette à Option nationale? Nous, on s'engage dans notre cadre financier à atteindre le déficit zéro après 2 ans. OK? Voilà, sans augmenter les impôts des contribuables ni des entreprises. La réduction de la dette comme telle. La réduction de la dette, on veut ajouter de l'argent dans le fonds des générations. Ce qui, à quelque part, va, à un moment donné, quand on va l'utiliser pour rembourser la dette, que ça contribue à la réduction de la dette. De votre côté, c'est pas tout à fait ça, hein, M. Pouliot. Au bout du compte, c'est quoi la réduction de la dette? Par contre, pour être précis dans votre programme, c'est quoi? Avez-vous une projection sur 15-20 ans de réduction sensible de la dette? Nous, ce qu'on veut, c'est, comme je disais tantôt, d'abord, balancer les livres, mais deuxièmement, on veut réduire les revenus de l'État. Ça va surprendre du monde, là, mais nous, on n'a pas de plan d'augmentation de revenus de l'État. On veut baisser les revenus de l'État. Les consommateurs sont étouffés. Alors,
d'abord baisser les impôts et les taxes, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, l'économie va reprendre. Et là, c'est le phénomène, comme John Kennedy a dit. Trickle-down economics aussi. Trickle-down economics, et la marée montante lève tous les bateaux. Donc, les pauvres et les riches vont s'enrichir. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer enfin à ralentir l'augmentation de la dette et éventuellement, au moins, la stabiliser, avec un objectif ultime de la diminuer. Pas seulement là d'attendre que les revenus de l'État rattrapent la grosseur de la dette. Là. On veut diminuer la dette. Mais M. Pouliot, je veux dire, ce dont vous tenez pas en compte dans votre argumentaire, c'est ce que ça va avoir comme impact sur le pouvoir d'achat des Québécois, de la majorité des Québécois qui, en réduisant les revenus de l'État, vont voir leurs services réduits, ils vont devoir se payer eux-mêmes ces services-là, probablement plus cher que ce que l'offre l'État à l'actuel. Pourquoi vous dites probablement plus cher? Pourquoi? Ça serait la première fois que le privé coûte plus cher que le public? Regardez c'est parce que dans les soins de santé, par exemple, dans les soins de santé, si vous allez avec la santé privée, il y a une exigence pour ces entreprises-là qui vont être, j'imagine, cotées en bourse, si c'est des grosses entreprises, une exigence de faire, et pour leurs actionnaires, une exigence de faire un profit. Oui, c'est ça. Oui. Une exigence de faire un profit. Et ce profit-là, qui va l'assumer? Ça va être les consommateurs, ceux qui vont passer de stade de patient à celui de consommateur de soins de santé. Oui, mais l'entreprise regardez aux États-Unis comment ça marche. Ça coûte beaucoup plus cher par habitant aux États-Unis pour la santé. L'exemple des États-Unis, si vous voulez commencer à regarder les autres pays, là, je vais vous en donner des pays, moi. L'Allemagne, en termes d'hôpitaux, il y a seulement 25% des hôpitaux en Allemagne qui sont publics. Il y a seulement 55% des hôpitaux en Australie qui sont publics. Il y a seulement 35% des hôpitaux en France qui sont publics. Les autres sont tous privés, là. Puis c'est pas des voleurs en France. Les médecins sont pas des voleurs. Mais les médecins québécois sont pas des voleurs non plus. Nous, ce qu'on propose, c'est de... compléter votre phrase, ce qu'on propose, c'est de réduire les coûts du système de santé sans diminuer les services, en instaurant, par exemple, Pharma-Québec, une compagnie qui gérerait les achats de médicaments. La même position que Québec solidaire, un peu. Sur ce point-là, mais on veut aussi agrandir le rôle de la première ligne, des infirmières, des ambulanciers qui pourraient traiter plus de gens. Ça libérerait les médecins. 11h49. Merci beaucoup, en espérant que ça a été éclairant. Pour moi, je sais pas, Jean-Claude, on va s'en parler après la pause, mais ça a été le débat quasiment le plus intéressant des débats parce qu'on a que là, on organisés. brassait des vraies idées. Beaucoup de contenu de part et d'autre. On s'est occupé des vraies affaires. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci, M. Zanetti. Merci.